Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 5e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la dernière rupture de câble en mer Baltique, l'assouplissement des sanctions à l'égard de la Syrie, la proposition de marché unique de l'espace et la boussole de compétitivité de la Commission et sur la nouvelle baisse des taux directeurs. Dans le club des 27, le gouvernement italien poursuit son bras de fer avec les magistrats, le Danemark renforce son soutien au Groenland, Friedrich Merz rompt le cordon sanitaire à l'égard de l'AfD et la Belgique se dote d'un nouveau gouvernement. Et chez nos chers voisins, le Bélarus voit Loukachenko prolonger sa dictature de 5 ans et le Premier ministre serbe démissionne sous la pression populaire. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Sécurité. Un nouveau câble rompu en mer Baltique. Depuis le mois de décembre, il y a eu plusieurs ruptures de câbles sous-marins dans la mer Baltique. Incident isolé ou guerre hybride. Les États membres de l'UE et de l'OTAN n'ont aucun doute, c'est une technique de déstabilisation commanditée par la Russie via sa flotte fantôme. L'OTAN a promis de mettre en place une surveillance renforcée de la mer Baltique. Mais le temps de sa mise en place, il risque d'y avoir encore quelques manœuvres de déstabilisation. Dimanche 26 janvier, un câble appartenant au centre de radio et de télévision letton, qui relie l'île suédoise de Gotland à Ventspils, a été endommagé dans la zone économique exclusive suédoise. La première ministre lettonne Evika Silina et son homologue suédois Ulf Kristersson ont engagé une coopération sans attendre pour faire la lumière sur l'incident. La marine suédoise a appréhendé un navire sous pavillon bulgare, le Vegen, et la marine lettonne a interpellé un navire sous pavillon maltais, le Michalis San. 2 autres navires suspects n'ont pas décliné leur identité malgré leur passage dans la zone. Alexander Kalchev, PDG de la compagnie Navigation maritime bulgare, a dénoncé la brutalité de la marine suédoise lors de l'interpellation. Il a concédé que l'ancre s'était retrouvée en fond de mer, mais il incrimine les conditions météo extrêmement difficiles. Le Vegen a déjà été impliqué dans un scandale en Irlande. En décembre 2023, les autorités irlandaises avaient arrêté le navire et découvert 300 kilos de cocaïne à son bord. La flotte fantôme russe repose sur des armateurs peu regardants. Et il se trouve que les frères Domouchiev, propriétaires de la compagnie, sont les plus riches hommes d'affaires de Bulgarie, fortement suspectés de corruption dans leur pays et de proximité avec Boyko Borisov, leader du GERB et Premier ministre de la Bulgarie de 2009 à 2021. Ursula von der Leyen a assuré les 2 pays du soutien de la Commission en déclarant que la résilience et la sécurité des infrastructures étaient une priorité absolue. Diplomatie vers un assouplissement gradué des sanctions à l'encontre de la Syrie. Lundi 27 janvier, les ministres des Affaires étrangères des 27 ont voté au Conseil de l'UE une levée progressive des sanctions à l'égard de la Syrie. Des sanctions imposées par l'UE en 2011 suite au déclenchement de la guerre civile en Syrie et en réponse aux crimes de guerre commandités par Bachar el-Assad. Un compromis pas simple à trouver puisque l'Allemagne, la France et les Pays-Bas souhaitaient cet allègement, surtout pour pouvoir discuter du retour des réfugiés, alors que les pays du Nord craignaient que cela facilite le financement du terrorisme. Les 27 ont donc finalement suivi la ligne de la haute représentante, Kaja Kallas, qui appelait à soutenir les efforts de reconstruction du pays. La levée est progressive car l'Union veut garder des leviers en cas de non-respect des conditions d'inclusion des femmes et du respect des minorités ethniques et religieuses. L'Union européenne se donne le droit de faire marche arrière à tout moment si le nouvel exécutif syrien ne respecte pas les conditions posées par l'UE. L'objectif est de permettre à l'économie syrienne de redémarrer et d'attirer des investisseurs. La levée de sanctions concernant le secteur aérien n'est pas anodine puisque plusieurs pays européens veulent favoriser le retour au pays des réfugiés syriens. L'embargo sur les armes et les sanctions appliquées à la famille élargie de Bachar el-Assad ne sont quant à elles pas remises en question.
Le groupe Hayat Tahrir al-Sham, qui a provoqué la chute de Bachar al-Assad, est toujours classé comme terroriste par l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères syrien, Assad Hassan al-Shibani, salue la décision de l'Union européenne en déclarant que cela aura un impact positif sur l'ensemble des aspects du quotidien du peuple syrien et garantira un développement durable. Certains experts mettent un bémol à cette déclaration de l'Union européenne. Ils considèrent que tant que les États-Unis ne lèveront pas les sanctions à l'égard de la Syrie, le redémarrage économique devra attendre. Les États-Unis avaient mis en place le Caesar Act, qui empêche toute utilisation du dollar. La levée de sanctions progressives européennes est donc avant tout un message politique de soutien prudent à l'égard du nouveau régime. La feuille de route sera adoptée dans les prochaines semaines et il faudra attendre un peu pour que la mise en place soit effective. Espace. La Commission souhaite lancer un marché unique de l'espace. En dehors du renforcement et du rapprochement des défenses européennes, le volet spatial est l'autre priorité dont Andrius Kubilius, le commissaire à la défense et à l'espace, a la responsabilité. Mardi 28 janvier, il a tenu une conférence de presse pour annoncer le marché unique de l'espace. Le constat est clair. L'Union européenne doit garantir son autonomie stratégique sur l'espace, alors que dans ce secteur, les 27 sont trop fragmentés et dépendent d'acteurs extérieurs. Pourtant, l'UE a réussi plusieurs projets. Par exemple, le projet de guidage par satellite Galileo et celui d'observation des phénomènes climatiques Copernicus, et vient tout juste de signer le projet Iris-2, qui doit permettre des communications cryptées par satellite qui serviront au gouvernement et aux armées des 27. La tentative d'Elon Musk de s'intercaler entre l'Union et les 27 avec Starlink rend d'autant plus nécessaire une accélération de l'intégration dans le domaine spatial. Dans ses priorités, Andrius Kubilius a annoncé la volonté de la Commission de soutenir la recherche, le développement et la production en matière spatiale pour en faire le premier exportateur mondial de technologies. La mission principale du commissaire à la défense et à l'espace sera d'obtenir un budget dédié dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034. Une ambition qui doit démontrer que l'UE prend la place qu'il faut dans le domaine spatial, alors que les États-Unis, la Russie et la Chine semblent relancer la course aux étoiles et la conquête de l'espace avec de possibles volontés de remettre en cause le droit international de l'espace. Andrius Kubilius suit le rapport Niinistö sur la défense, du nom de l'ancien président finlandais, et devrait proposer la création d'une agence spatiale européenne pour améliorer les connaissances des situations et fournir une alerte précoce, y compris contre les menaces militaires, alors que la Russie est coutumière du brouillage de satellites. L'UE travaillera aussi sur GovSatcom, qui doit permettre des communications sécurisées entre les gouvernements des États membres. Économie. La Commission présente sa boussole de compétitivité. Là voilà l'annonce de la priorité choc de la Commission. Après un mandat dédié au pacte vert, ce mandat aura pour priorité absolue la compétitivité. Dans un contexte où l'Union subit encore les conséquences de deux crises, le Covid et la guerre en Ukraine, la Commission souhaitait annoncer l'ambition de relancer une économie européenne fragile. La boussole de compétitivité était déjà une des promesses phares de la candidate von der Leyen aux européennes. Dans un contexte économique où les menaces commerciales viennent de toutes parts, la Commission veut muscler son jeu. Une ambition qui se base essentiellement sur les rapports Draghi et Letta, qui préconisaient d'aboutir à un marché unique complet dans tous les secteurs et de permettre de lever les freins bureaucratiques et de la concurrence. Mais il y aura une victime, et pas des moindres, le pacte vert. Même si Ursula von der Leyen maintient ses objectifs de décarbonation et ne veut pas revenir sur certaines interdictions, notamment celles sur la vente de véhicules thermiques neufs après 2035, beaucoup de mesures essentielles au pacte vert seront affaiblies par la compétitivité. Ce seront essentiellement les mesures pour lesquelles les entreprises devaient rendre compte de leur impact social et environnemental,
comme la directive CSRD, qui oblige les entreprises à produire un rapport annuel sur la durabilité de leur activité, le devoir de vigilance qui obligeait les entreprises à garantir que leurs produits n'étaient pas issus de travail forcé ou de la déforestation, par exemple, ou encore le règlement sur les substances chimiques qui obligeait les entreprises à garantir que les substances qu'elles utilisent n'ont pas d'impact néfaste démesuré. Ce choc de simplification administrative est censé permettre de réduire les coûts, notamment dans l'industrie, qui se retrouve en difficulté en ce moment avec les prix de l'énergie. Même si la Commission promet qu'elle continuera les efforts pour la transition écologique avec des aides ciblées, notamment dans les industries les plus polluantes, elle a aussi annoncé le retour de la recherche et de l'exploitation minière dans l'UE. 170 projets sont d'ores et déjà à l'étude. Le droit de la concurrence est lui aussi visé. Historiquement, la Commission est tenue de vérifier les fusions afin d'éviter les monopoles et les abus de position dominante. Mais dans le contexte économique actuel, c'est aussi un frein à l'émergence de géants industriels et numériques. L'unification des marchés de capitaux fait aussi partie de la boussole et c'était une des propositions de Mario Draghi. Cela permettrait aux startups d'accéder à des levées de fonds massives comme on peut l'observer outre-Atlantique. L'ambition ultime est d'aboutir à un marché unique total et une intégration européenne maximale en termes économiques. Il faudra surveiller les États membres et leur velléité de conserver leurs intérêts nationaux pour eux dans les prochaines années, qui pourrait être un frein à la boussole. Économie encore, la BCE baisse encore les taux directeurs. C'est la 5e baisse des taux depuis juin. Jeudi 30 janvier, la Banque centrale européenne a annoncé la baisse des taux directeurs de 0,25 points pour atteindre les 2,75%. La dynamique de baisse des taux s'accélère et devrait se poursuivre d'après les observateurs. La désinflation poursuit son œuvre et se rapproche doucement des 2%, ce qui est l'objectif de la BCE. L'institution de Francfort tente de relancer la consommation alors que les derniers chiffres de la croissance de 2024 témoignent d'une stagnation. Il faut dire que l'instabilité gouvernementale de la France et la perspective des élections allemandes incitent à la prudence, aussi bien pour les consommateurs que pour les investisseurs. La perspective de guerre commerciale avec la Chine et les États-Unis n'arrange rien non plus. Passons désormais au Club des 27. Italie. Le bras de fer entre gouvernement et justice se poursuit. Il faut dire que le projet du gouvernement Meloni n'enchante pas le monde judiciaire. La perspective de voir le siège et le parquet fusionnés font douter du respect de la séparation des pouvoirs. Le ministre de la Justice aurait alors de réels leviers politiques sur le fonctionnement de la justice. Une justice dépeinte par la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, comme une justice composée de magistrats militants. Et elle en veut pour preuve les décisions rendues dans le cadre de la politique migratoire italienne. Elle considère que le procès contre Matteo Salvini, son vice-premier ministre, concernant le blocage du bateau de l'ONG Sea-Watch au large de Lampedusa en 2019, était un procès politique. Il a récemment obtenu la relaxe. Ce bras de fer s'illustre sur 2 affaires cette semaine. La première, c'est celui qui concerne l'accord entre l'Italie et l'Albanie. Le gouvernement a réussi à transférer la compétence sur le dossier à la Cour d'appel. Elle considère que la section des affaires migratoires des tribunaux est, je cite, militante. Le gouvernement a bravé le moratoire imposé par la CJUE, le temps qu'elle rende sa décision sur la conformité du texte ou l'Italie qui définit une liste de 19 pays tiers sûrs. Il y a de toute façon peu de chances que le texte soit conforme. Il ne revient pas aux États de définir quel pays est un pays tiers sûr. Les critères reposent dans le droit international et européen, et la CJUE a déjà rappelé que les pays tiers sûrs devaient l'être sur l'entièreté du territoire. La CJUE doit rendre sa décision en février. Mais peine perdue. Malgré l'envoi des 43 migrants à Ghadir et Tianjin, la Cour d'appel n'a pas eu de position différente du tribunal. Le gouvernement italien doit donc rapatrier les demandeurs d'asile, ce qui a été fait samedi matin.
L'occasion encore pour le gouvernement de vociférer à l'égard d'une justice qu'il considère partisane, alors que les tribunaux et cours d'appel ne font qu'appliquer le droit existant. Autre affaire plus inquiétante cette fois, Giorgia Meloni, mais aussi son ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi, son ministre de la Justice Carlo Nordio et son secrétaire d'État délégué à la sécurité Alfredo Mantovano font l'objet d'une enquête pour complicité de détournement de fonds publics. Le 18 janvier, la CPI a émis un mandat d'arrêt à l'encontre d'Osama al-Masri Najin, ancien chef de la police libyenne. Le lendemain, il était arrêté à son hôtel à Turin. Il a été relâché au bénéfice d'un vice de procédure le lendemain et renvoyé en Libye 3 jours après. L'ancien chef de la police libyenne est accusé de crimes contre l'humanité et notamment de torture et de crimes sexuels dans le cadre de ses fonctions, notamment à la prison de Mitiga. Le procureur en chef, Francesco Lovoi, a lancé l'enquête. Une opportunité pour Meloni de se victimiser puisque c'est le même procureur qui avait lancé les investigations sur l'affaire Sea-Watch. Elle a d'ailleurs annoncé elle-même les poursuites sur les réseaux sociaux. Elle justifie sa décision en disant que sa libération constituait un danger pour la sécurité nationale. Le procureur reproche au gouvernement de ne pas avoir appliqué les accords de la CPI qui permettaient de réinterpeller Osama al-Masri Najin, mais d'avoir appliqué le droit concernant les extraditions à la place. La Libye est un allié historique de l'Italie et ce renvoi est certainement un renvoi d'ascenseur pour s'assurer de futures coopérations avec la Libye, notamment sur l'immigration. Elle s'en prend ouvertement au procureur, mais aussi à Luigi Ligotti, avocat, mais aussi ancien ministre sous Romano Prodi, qu'elle accuse de mener un combat partisan, puisqu'il est à l'origine de la plainte. Le bras de fer qui se joue est déterminant dans la survie de l'état de droit en Italie. Danemark. Le gouvernement enquête de soutien sur le Groenland. Fin décembre, Donald Trump menaçait ouvertement le Danemark d'intervenir militairement au Groenland pour s'en emparer. Désormais, c'est le Danemark qui s'organise. Premier mot d'ordre à ses alliés européens, pas de sortie médiatique intempestive sur le sujet. Le Danemark s'en charge. Une consigne pas vraiment respectée, puisque le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a indiqué que la France serait prête à envoyer des soldats au Groenland si le Danemark en formulait la demande. Une déclaration tenue le jour même de la venue de la Première ministre, Mette Frederiksen, à l'Élysée, mardi 28 janvier. Les jours qui ont précédé, elle a effectué une tournée chez ses voisins scandinaves qui lui ont assuré un soutien unanime, puis le lundi avec Olaf Scholz. Mardi après-midi, elle se rendait à Bruxelles pour y rencontrer le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Une tournée médiatique doublée d'un soutien massif au Groenland avec un plan de 2 milliards d'euros pour renforcer la sécurité en Arctique. Un moyen peut-être de rassurer les Américains, même si les desseins de Donald Trump sont peut-être plus du côté des ressources que de la défense. L'offensive américaine est aussi économique, puisque la première liaison entre New York et la capitale groenlandaise, Nuuk, a ouvert fin novembre, ce qui devrait booster l'économie groenlandaise. Hasard du calendrier ou pas, les élections législatives groenlandaises auront lieu au mois d'avril. Une interférence électorale est certainement à prévoir, et le ton de l'administration Trump pourrait se vouloir plus menaçant. Toujours est-il que les sondages indiquent que 85% des Groenlandais ne veulent pas rejoindre les États-Unis, mais 43% d'entre eux voient les déclarations de Donald Trump comme une opportunité pour remettre l'indépendance sur la table. Allemagne, rupture historique du cordon sanitaire. L'attentat d'Aschaffenbourg, la semaine dernière, a, sans surprise, relancé le débat sur l'immigration. Vendredi 24 janvier, Friedrich Merz a réagi à l'attentat en disant qu'il proposerait une motion pour durcir la politique migratoire. Une proposition faite alors que le Bundestag ne dispose plus de majorité gouvernementale. Il propose des contrôles permanents aux frontières, le refoulement de demandeurs d'asile et la détention obligatoire des migrants avant leur expulsion.
Autant dire des propositions contraires à la constitution allemande et au droit européen. Une déclaration qui a poussé la population à manifester dès le week-end dernier. Ce qui était perçu comme un simple élan populiste pour relancer une campagne ennuyeuse de Merz s'est matérialisé au sein de la chambre basse allemande. Le ralliement de l'alliance Sarah Wagenknecht, des libéraux-démocrates du FDP et de quelques indépendants, mais surtout de l'AfD, rendait possible que le texte soit adopté. Heureusement, ce n'est qu'une résolution et qu'ainsi, ce texte n'a qu'une portée déclarative. Mercredi, la proposition était votée. Et oui, l'AfD a soutenu la proposition. Les députés de l'AfD jubilés prenaient des selfies dans l'hémicycle avec ce vote qui consacrait leur discours au sein du Bundestag. Friedrich Merz a été attaqué de toutes parts pour son irresponsabilité à franchir la ligne rouge du cordon sanitaire. Il rétorque en accusant le SPD et les Verts de ne pas être à la hauteur de leurs responsabilités. La motion est passée en première lecture quelques heures après la commémoration des 80 ans de la libération d'Auschwitz, un curieux timing pour s'allier à l'AfD. Même Angela Merkel est sortie de sa réserve pour lui rappeler que seules les alliances avec le centre doivent être envisagées. Merz se défend de toute alliance avec l'extrême droite et réaffirme sa volonté de s'allier au centre après le 23 février. Mais vendredi, le texte a finalement été rejeté d'une courte tête. Une défaite lourde de sens pour Merz, même si ça ne remet pas en cause son leadership dans les sondages pour le moment. Il a légitimé l'AfD tout en plaçant une barrière avec le SPD et les Verts, qui devraient être ses premiers interlocuteurs dans le cadre de la formation de la prochaine coalition gouvernementale. Il perd un vote déterminant et a légitimé l'AfD dans son discours qui pourra se targuer d'avoir mis son agenda sur le devant de la scène médiatique malgré une défaite en bout de course. Dans le même temps, des députés de la CDU et du FDP ont fait défection. Friedrich Merz en sort fragilisé. Le tournant imposé par Merz pose plusieurs questions. Est-ce que cela peut mener à une recomposition politique du centre, de la droite et de l'extrême droite en Allemagne, à court ou moyen terme ? Et quelles conséquences une éventuelle recomposition aura au niveau européen ? Il faut rappeler que la CDU est la deuxième délégation au Parlement européen, derrière le Rassemblement national, et qu'un éclatement de la droite allemande aurait bien sûr d'énormes conséquences à l'échelon européen. Nous en saurons évidemment plus après le vote du 23 février. Belgique, Bart De Wever forme un nouveau gouvernement et devient le premier Premier ministre nationaliste flamand. Après 236 jours sans gouvernement, bien loin des 541 jours de 2010-2011, la Belgique a officialisé la formation d'un nouveau gouvernement vendredi 31 janvier dans la soirée. C'était d'ailleurs la deadline que s'était fixé le formateur, le leader de la N-VA, Bart De Wever. Un accord trouvé in extremis avec les socialistes flamands de Voorhout, des chrétiens démocrates flamands du CTNV, des chrétiens démocrates francophones, les engagés, et les libéraux francophones du mouvement réformateur. Un gouvernement résolument libéral-conservateur à tendance populiste, avec pour seul contrepoids les membres de Voorhout. Le contrat de gouvernement fait l'objet d'une note de 700 pages, mais la ligne est déjà très claire. La Belgique devra se serrer la ceinture. Les coupes budgétaires et les économies seront tous azimuts. Dans le viseur, la réforme des régimes spéciaux de retraite, les prestations sociales et la politique migratoire. Avec la New Flams Alliance à sa tête, le gouvernement De Wever a pour particularité d'avoir le premier Premier ministre nationaliste flamand à sa tête. Bart De Wever est coutumier depuis 20 ans des provocations à l'égard de la Wallonie et de Bruxelles qu'il traite d'assister sous perfusion d'argent public et notamment de la riche Flandre. Lui qui a longtemps défendu l'indépendance de la Flandre a depuis adouci son discours pour aller vers une confédéralisation de la Belgique où la Flandre disposerait d'un droit de veto. Bart De Wever arrive enfin à ses fins alors qu'en Flandre, son parti est dépassé par les ultranationalistes et sécessionnistes du Vlaams Belang, menés par Tom van Grieken.
Sa prestation de serment en présence du roi Philippe, roi des Belges, a eu lieu ce lundi 3 février. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Bélarus. Loukachenko réélu pour 5 ans. C'était probablement le suspense le moins insoutenable de la semaine. Alexander Loukachenko, président dictateur depuis 1994, a été, entre guillemets, réélu avec 87,6% des voix et un taux de participation de 81,5%, et ce, dès le premier tour. Sans surprise, la leader de l'opposition en exil, Svetlana Tsikhanovskaya, a dénoncé une farce. Il faut dire que peu d'indices laissaient entrevoir ne serait-ce qu'un scrutin dans le pays. Il n'y avait que quelques panneaux dans les grandes villes, n'annonçant même pas les candidats. Loukachenko s'est dit trop occupé pour tenir un débat. Ses 4 adversaires étaient de toute façon des adversaires de convenance. Il défend sa démocratie brutale et dit se foutre des sanctions européennes et américaines. Il tend faussement la main à l'opposition et demande aux prisonniers politiques de s'excuser et qu'ainsi il les libérera, une humiliation pour ceux qui défendent la démocratie et des élections libres. Il faut dire que depuis les élections de 2020 et les manifestations qui ont suivi, il y a eu 400 000 personnes qui ont quitté le pays. L'ONG de défense des droits de l'homme Viasna dénombre toujours 1245 prisonniers politiques, dont le président de Viasna est co-récipiendaire du prix Nobel de la paix de 2022, Ales Bialiatski, dont l'état de santé inquiète. Serbie. Les blocages ont eu raison du Premier ministre. Cette semaine, c'était la 2e semaine de grève à travers le pays. Et pour marquer le coup, les manifestants ont pris d'assaut l'Autokomanda, l'un des principaux échangeurs du périphérique de Belgrade. Une manifestation de blocage pacifique, voire même bon enfant, où les manifestants mettaient en place des barbecues, des jeux, pour montrer que la manifestation n'avait aucune volonté de bousculer violemment les autorités et d'aller au conflit. La semaine dernière, les manifestations ont été émaillées d'attaques à la voiture bélier à l'encontre des manifestants. Des méthodes des soutiens du gouvernement qui ont incité les agriculteurs à rejoindre le mouvement de contestation, mais aussi les motards qui souhaitent encadrer et protéger les manifestants. Les revendications restent les mêmes. Publication de tous les documents concernant la rénovation de la gare, l'arrestation des agresseurs des manifestants, l'abandon des poursuites à l'égard des manifestants et l'augmentation du budget des universités. Le président Alexander Vučić a demandé, samedi 25 janvier, à ce que tous les documents soient publiés. Des violences qui ont encore eu lieu lundi 27 janvier dans la soirée. Une manifestante, prénommée Anna, collait des autocollants à proximité des bureaux du parti au pouvoir, le SNS, à Novi Sad, lorsque des militants ont surgi avec des battes de baseball. Elle s'est retrouvée avec la mâchoire luxée. Un épisode qui a certainement provoqué la démission de Miloš Vučević, comme il l'a déclaré dans son allocution le mardi 28 janvier. Mais c'était certainement aussi une excuse, puisque le président promettait un remaniement de la moitié du gouvernement déjà durant le week-end. Miloš Vučević est aussi l'ancien maire de Novi Sad, et les travaux avaient été commandés par lui. Les manifestants ne réclament pas de nouvelles élections parce qu'ils considèrent que les dés sont pipés d'avance. Ils prennent leur distance avec l'opposition, en qui ils n'ont pas confiance. Mais le plus frappant, c'est l'absence de drapeau européen. À la différence de plusieurs autres mouvements de contestation, comme en Géorgie ou en Ukraine lors de Maïdan, l'Union européenne est perçue comme un allié du pouvoir. Et ce point de vue se justifie totalement. L'Union européenne, même si elle a critiqué la légitimité des élections locales l'an dernier, elle continue de faire affaire avec le gouvernement serbe, qui lui est utile dans la lutte contre l'immigration, mais aussi sur le pacte vert, puisqu'il y a un partenariat pour l'exploitation d'une mine de lithium à Jadar, au sud-ouest de la Serbie. Le silence de l'UE s'explique aussi par sa crainte de voir la Serbie se rapprocher de la Russie et de la Chine. La rénovation de la gare faisait d'ailleurs partie du projet de la nouvelle route de la soie, portée par la Chine. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 5e semaine européenne de 2025.
merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.